Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans votre émission Actu Santé sur Equinox Télévision, nous parlons de la dépression. Il s'agit d'un problème de santé assez complexe et très souvent confondu à un état émotionnel. Dans le monde, l'OMS estime à 300 millions le nombre de personnes touchées par ce phénomène. Alors, comment trouver le chemin pour sortir de la dépression et retrouver enfin au goût à la vie? On en parle ce soir dans votre émission avec notre invité, le docteur Herero Djengwe. Il est psychopathologiste et assistant des hôpitaux. Bonsoir, docteur Djengwe. Bonsoir et bienvenue. Merci pour votre invitation. Alors, à quoi retourne cette spécialité psychopathologiste? La psychopathologie, c'est un domaine de la santé mentale qui est en lignée directe des sciences humaines et sciences de la santé, avec un profil de base en psychologie et spécialisé dans tout ce qui est troubles du comportement, troubles du fonctionnement mental. Et donc le psychopathologiste, c'est un spécialiste des troubles mentaux qui, maintenant dans la pratique, peut exercer en tant que psychologue pour produire des diagnostics. Ça, c'est le travail du psychologue clinicien. Et maintenant, pour les prises en charge, s'il est formé, engager des soins en tant que psychothérapeute. Est-ce que cette spécialité est véritablement connue chez nous au Cameroun? Pour l'instant, les universités camerounaises, notamment dans les facultés de sciences humaines, proposent des enseignements de psychologie avec différentes filières de spécialisation. Et la psychologie clinique est offerte comme formation dans la plupart des universités où la psychologie est proposée. Ce qui, en revanche, va manquer, c'est le versant professionnalisant qui donne des capacités techniques dans la compétence de diagnosticien, ça c'est le travail du psychologue clinicien, et a fortiori maintenant, les formations qui manquent sont celles de psychothérapeute. Le psychothérapeute, c'est un soignant. Et malheureusement, ces enseignements ne sont pas offerts à l'université. Merci de moins d'être avec nous ce soir pour parler d'un problème de santé qui décime à petit feu la population au Cameroun. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous sur Equinox Télévision et votre programme Actu Santé. Djengwe, lorsqu'on parle de la dépression, on fait référence à quoi exactement? Je vous remercie infiniment de vous intéresser à cette question de la dépression parce que c'est un terme qui est très usité, qui est très employé et dans toutes les bouches on l'entend, déprime, dépression. Mais peut-être que nous devrions nous rappeler que nos connaissances, notamment celles que nous acquérons depuis l'enfance, à l'école primaire, quand on dit que le corps humain a 3 parties, la tête, le tronc et les 4 membres, c'est que la partie qu'on appelle la tête contient un organe qu'on appelle le cerveau et les difficultés de la vie vont être gérées quelquefois par cet organe et quand cela est un vrai défi, ça va produire des mal-être, des souffrances, des états de détresse qui prendront la forme que la plupart du temps, à côté des autres troubles, n'est-ce pas, qui se passent dans la tête, ça prendra la forme de ce que les gens appellent la dépression ou la déprime. Maintenant, la dépression elle-même. Qu'est-ce que c'est? La dépression, c'est une maladie qui se passe dans le cerveau et qui a des manifestations connues. L'une des manifestations les plus connues est un état de tristesse intense et prolongé, avec, accompagné de cette tristesse, des pensées de démotivation, de perte d'intérêt, de dévalorisation de soi, avec à côté de ça aussi une tendance à la lassitude, un peu comme si on était fatigué, on est dans le ralentissement. Et à côté de ça aussi, on peut avoir comme une perte d'appétit ou bien un regain soudain d'appétit. Et le sommeil aussi
va être perturbé. On va voir des personnes sombrer dans ce qu'on peut appeler l'hypersomnie, donc ils sont dans la somnolence et puis dans un sommeil prolongé, intense, permanent. Et chez d'autres, une perte du sommeil ou bien un vrai challenge. Donc la personne trouvera peut-être assez facilement le sommeil, mais ça ne durera pas longtemps. Et donc elle va se réveiller très précocement à 1h, 2h du matin et puis va continuer à ruminer dans la tête, ruminer. Et tout ceci va l'amener à considérer que la vie qui est la sienne n'en vaut pas la peine. D'accord. Donc pour parler donc de dépression, il faudrait qu'il y ait une tristesse sur une longue durée. Donc les symptômes de la dépression, notamment quand on parle de cette tristesse, ne peuvent pas être retenus ou considérés comme suffisants si c'est une tristesse passagère, c'est-à-dire quelque chose sur 24, 48 heures, une semaine. Donc on va parler de dépression si cet état-ci, avec les signes que j'ai évoqués, dure au moins sur environ 15 jours. À ce moment-là, on est dans une dépression. C'est une vraie souffrance et c'est une maladie. Et il ne faut pas prendre ça à la légère parce que la dépression est une pourvoyeuse non seulement de morbidité, c'est-à-dire que ça va favoriser l'installation ou le développement ou les complications d'autres pathologies, mais la dépression est aussi une pourvoyeuse de décès parce que c'est une porte d'entrée dans un processus suicidaire et le suicide fait partie des conséquences prévisibles de la dépression. Et quelles sont donc les causes de la dépression? Qu'est-ce qui peut amener un individu à sombrer dans cette maladie? La dépression, vous l'avez dit à l'introduction de l'émission, c'est une pathologie qui est complexe. Et en matière de causes, il y a une foison, une combinaison, une intrication de plusieurs types de causes. Donc ces causes, c'est un tissage tricoté et tel que chez deux patients, on n'aura pas nécessairement la même cause. Dans le paludisme, on sait que la cause du paludisme, c'est le plasmodium, n'est-ce pas? Oui. De l'anophèle responsable des piqûres qui vont provoquer le paludisme. Dans la dépression, il n'y a pas de cause linéaire comme ça. Donc, les causes sont multifactorielles et souvent vont s'intriquer. Au premier rang des causes, on va constater des pertes, des souffrances, des déceptions. Ça peut être une déception dans une relation, ça peut être une déception comme une perte d'emploi, ça peut être un deuil qui est difficile à surmonter. Et donc, des événements de vie qui vont nous installer dans un challenge émotionnel et là-bas, l'humeur dépressive associée à cette tristesse profonde et durable va faire qu'on entre dans la dépression. Des personnes qui vivent dans des environnements d'insécurité, par exemple, ou des gens qui subissent des violences répétées, vont aussi facilement, n'est-ce pas, sombrer dans la dépression. Donc ça, c'est des aspects donc psychologiques directs, mais environnementaux, les circonstances, et même la pauvreté est incluse dans les sources, n'est-ce pas, de misère matérielle et misère émotionnelle, misère psychologique. Mais à côté de ça, il y a aussi des facteurs de prédisposition. Ça veut dire que même sur le plan génétique, on peut imaginer, et d'ailleurs c'est décrit, que certaines personnes présentent des vulnérabilités. Certaines de ces vulnérabilités sont acquises, c'est-à-dire que même si on dit que c'est génétique, ça a été acquis soit dans la période intra-utérine avec les déboires de stress ou de dépression de la mère, soit dans les événements vulnérants de l'enfance qui vont créer des mutations qui sont récentes et ça va faire que la fragilité de cet individu va augmenter le risque de développer des dépressions. Donc il y a ce côté. Il y a aussi des comorbidités, des personnes qui sont atteintes, par exemple, de maladies invalidantes, incapacitantes, des maladies chroniques qui sont réputées mortelles. Par exemple, ici, nous sommes au service de la drépanocytose, qui est une maladie mortelle, et c'est un vrai challenge, avec la douleur et les complications souvent irréversibles. Donc, on va trouver, avec la douleur et ses complications, une fréquence élevée, n'est-ce pas? La moitié des patients drépanocytaires présentent des manifestations de la dépression.
dans les pathologies cancéreuses et dans la plupart des maladies chroniques, le risque de dépression est augmenté. Donc, au niveau physique, certaines maladies physiques vont favoriser l'installation de la dépression. Et parfois, la dépression va venir déclencher ou précipiter les manifestations d'une maladie physique. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. D'accord. Et toujours concernant le profil des personnes susceptibles de développer, de faire la dépression, est-ce qu'il y a des données qui permettent de dire pourquoi la femme est plus exposée à faire une dépression qu'un homme? On peut considérer en guise de réponse à cette question 2 pistes. La première, qu'on peut qualifier d'émotionnelle ou de psychologique, c'est que de manière différenciée, c'est décrit, la femme a tendance à prêter attention davantage que l'homme à ses besoins émotionnels et ses besoins affectifs, et accorde de l'importance à ce qu'elle ressent et à ce qu'elle vit. Et donc, si par malheur les circonstances ne sont pas favorables et que cet intérêt privilégié à son bien-être et aux besoins qu'elle a d'aller mieux se maintient de manière prolongée et sans succès. Mais la deuxième piste, qui est beaucoup plus vraisemblable et probante, et ça a été vérifié, c'est une piste hormonale. Parce que chez la femme, on se rend compte que les états proches de la dépression, la plupart du temps, se produisent dans la deuxième partie de leur cycle menstruel. Donc, il y a une idée selon laquelle les changements hormonaux liés à ces processus progestatifs liés au cycle menstruel auraient une incidence sur l'expérience émotionnelle de la femme et donc une prédisposition aussi au risque dépressif. On a également vu avec la pandémie de coronavirus, notamment au tout début, comment de nombreuses personnes ont sombré dans le stress, l'angoisse, par peur de se faire infecter par le virus. Alors, est-ce que ce climat peut à la longue conduire à une dépression? C'est une excellente question parce que là, on voit comment les facteurs qui peuvent être à l'origine de la dépression peuvent être hétérogènes. Donc l'environnement et les circonstances actuelles liées à la pandémie, et ça a été étudié, il y a une mesure circonstanciée de l'impact du Covid sur la santé mentale en général. Donc on voit que les personnes qui présentaient avant le Covid un trouble mental pris en charge et qui avaient obtenu une certaine stabilité, mais en raison des contraintes imposées par la gestion du Covid, ces personnes ont connu des moments de rechute. Et dans certains pays où la santé mentale fait l'objet d'un monitoring un peu rapproché, on se rend compte par exemple que les prescriptions des molécules qui permettent de gérer les troubles anxio-dépressifs, ces prescriptions ont augmenté de plus de 10 points depuis l'éclosion, n'est-ce pas, de cette pandémie. Donc ça, c'est les circonstances qui fragilisent maintenant d'un point de vue psychologique. Est-ce que ça va provoquer nécessairement de la dépression? La réponse, c'est pas forcément, puisque en santé mentale, il y a plusieurs profils de diagnostic et plusieurs types de troubles, tous pouvant être précipités, déclenchés, provoqués par des circonstances externes. Et donc ici, par exemple, vous avez parlé de l'angoisse. Donc on est dans un climat de peur, on est dans un climat d'insécurité. Et ça, c'est un autre tableau clinique. C'est ce qu'on appelle les troubles anxieux. Donc là, il y a une idée de danger face auquel on n'a pas tout l'outillage nécessaire pour faire face de manière efficace afin que le cerveau nous donne le feu vert en disant « là maintenant tu es hors de danger, tu peux dormir tranquille ». Donc parce que la situation perdure, certaines personnes qui vont être témoins par exemple, qui d'une maladie grave d'un proche parent, le Covid, qui en décède, et puis autour de ça vous voyez un peu les mesures d'urgence qui sont prises, et même si ce n'est pas un décès,
certaines personnes sortent du Covid très fragilisées. Et en tout cas, le Covid, c'est quelque chose de très fragilisant, c'est très stressant. Donc, quand on est confronté à ça, sachant qu'on n'a pas une date qui est programmée, c'est-à-dire dans un mois, ce sera terminé, mais le cerveau se projette, mais il ne trouve pas là où atterrir pour anticiper l'occasion de se reposer. Et lutter sans savoir quand est-ce qu'on va s'en sortir crée maintenant de la fatigue. Ça s'appelle l'épuisement. Et donc le sentiment d'impuissance associé à cette lutte qui peut sembler comme étant perdue d'avance, voilà, va chez certaines personnes créer des symptômes dépressifs. Donc on trouve des sujets aujourd'hui qui présentent des dépressions à cause du contexte de la pandémie. D'accord. Et on sait également que l'épidémiologie de la psychiatrie n'est pas très bien développée au Cameroun, encore même en Afrique, mais on va se baser sur votre expérience personnelle au quotidien. Alors, quelle est la proportion des personnes victimes de la dépression? Je crois que au niveau international, on a des chiffres entre 7 et 10%, mais ces chiffres varient parce qu'il y a tellement de paramètres qui contribuent à l'expérience dépressive, et notamment dans les pays industrialisés, le fait d'avoir un fonctionnement plus ou moins prévisible, programmé, un accès plus ou moins garanti à un nombre important de services et de soins, ça fait que lorsque ces possibilités, ces services, ces solutions-là ne sont pas disponibles, le risque d'en faire une maladie, pour ainsi dire, est plus élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si la dépression est présente dans tous les pays, sur tous les continents, mais chez les Occidentaux, l'attention portée aux besoins émotionnels et psychologiques fait qu'il y a un dépistage et un diagnostic plus important des troubles dépressifs. Ça n'annule pas la présence de la dépression chez nous. C'est juste que, peut-être culturellement, et puis dans notre environnement, la galère, comme on dit, rend fort et dur, et du coup, on a tendance à estimer que la dépression ne nous concerne pas. On dit que c'est d'ailleurs la maladie des Blancs. Et beaucoup de gens vont être dépressifs et déprimés, ne s'en rendront pas compte, l'environnement ne s'en rendra pas compte, et cela peut passer inaperçu. Pourquoi? Parce que le mal-être qui va être facilement repéré comme une souffrance dépressive ailleurs, ce mal-être va se manifester différemment ici. Ce ne sera pas forcément par la tristesse, l'hypersomnie et autres. Ça peut être à travers des comportements comme une alcoolisation plus importante, les gens qui vont boire plus que d'habitude, les gens qui vont développer des comportements qui visent à créer un peu de soulagement, mais c'est en train de masquer et de voiler une souffrance qui, vue de loin, ne peut pas être évocatrice, n'est-ce pas, de la souffrance dépressive. Et on sait également qu'aller dans un service de psychiatrie chez nous, les Bantous, n'est pas une chose aisée. Est-ce que spontanément des personnes viennent vers vous pour se faire consulter d'un problème, notamment la dépression ou le stress? Alors qu'est-ce qu'elles vous disent pour exprimer le mal-être, ces personnes? Dans nos cultures, et il faut le souligner pour s'en réjouir, peut-être que cela est dû aussi au développement des moyens, n'est-ce pas, de communication qui font que les informations concernant l'être humain, même si ce n'est pas forcément au Cameroun, sont de plus en plus accessibles et disponibles, et donc ça peut faire qu'on s'identifie en disant ce qui est en train d'arriver à un tel là en Australie, j'ai la même chose. Vous voyez? Donc il y a ce côté-là qui fait que de plus en plus, de manière très personnelle, il y a des gens qui font la démarche d'une demande d'aide, une demande de soins, et qui viennent à l'hôpital pour prendre un rendez-vous avec le psychologue.
Et ça, c'est de plus en plus le cas. Et donc, qu'est-ce que ces personnes nous disent? Qu'est-ce qu'elles nous expliquent comme difficulté qui justifierait leur démarche? Sachant aussi que dans la culture générale, on a tendance, en bien comme en mal, à utiliser le terme dépression pour qualifier tout ce qui va mal dans la tête. C'est-à-dire que certaines personnes qui auraient, par exemple, des problèmes d'agitation, de consommation de substances ou verraient des choses que les autres ne voient pas, entendraient des choses que les autres n'entendent pas. Là, c'est déjà notre tableau clinique, on est dans les troubles psychotiques, n'est-ce pas? Mais on sait que la dépression, ça se passe dans la tête. Et on utilise le mot dépression comme un mot valise un peu fourre-tout pour dire « je fais une dépression, il fait une dépression ». Donc, beaucoup de ces personnes qui arrivent disent avoir un problème de dépression. Mais on ne va pas s'arrêter sur le mot dépression puisque notre boulot, c'est d'évaluer, n'est-ce pas, afin de préciser un diagnostic. Donc, ces personnes vont, par exemple, décrire une situation récente. Ça peut être des situations de violence ou de maltraitance ou des déceptions ou des échecs face auxquels tous les efforts personnels ou relationnels n'ont pas permis d'en sortir et de vivre quelque chose d'acceptable. Il y a un épuisement, une lassitude, un découragement. Certaines de ces personnes même ont pensé à arrêter leur vie, mais pour des raisons parfois morales, religieuses ou bien juste par empathie ou par pitié pour les victimes qu'elles laisseraient. Ça peut être si je m'en vais maintenant, que deviendront mes enfants? Ah, ma vieille mère est encore là, si je meurs avant elle, est-ce que. Donc ces personnes ont eu des pensées et parfois même planifié un scénario pour mettre fin à leur vie. Et donc avec ce type de profil, alors on est dans le périmètre du tableau clinique qu'on appelle le tableau de la dépression. Donc à ce moment-là, on va valider le diagnostic. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir des cas de dépression chez les enfants les plus jeunes? Je veux parler de ceux, par exemple, de 12 ans à 7 ans. Est-ce qu'il est possible d'avoir? La bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que ça n'est ni à 15 ans, ni à 25 ans qu'on a un cerveau. Voilà, on sort du ventre avec un cerveau et le travail du cerveau, c'est de traiter les informations et réagir aux sollicitations de notre environnement. Et si ce que l'on endure, ce que l'on traverse est épanouissant et gratifiant, ça nous protège, n'est-ce pas, de la dépression. Mais si ce que l'on traverse est difficile et malheureusement ça peut arriver très tôt, alors on est exposé au risque de dépression. C'est pour ça que même en néonatologie, c'est-à-dire la maternité, on peut avoir des tableaux de dépression chez le nourrisson. Donc, c'est des choses qui sont connues en clinique. Et donc, il n'y a pas d'âge pour la dépression. Et comment ça se manifeste déjà chez le nourrisson? Comment reconnaître? Et chez le nourrisson, il y a comme une incapacité à répondre aux stimulations. C'est-à-dire que c'est un bébé que vous prendriez dans vos bras, à qui vous chanteriez des chansons, vous le caresseriez au moment de prendre son bain ou de l'alimenter. Le bébé est peu réactif. C'est des cas rares d'hospitalisme, c'est des cas rares, mais ça peut arriver. Et chez l'enfant de 3 ans ou 5 ans, ça va se présenter quelquefois par des troubles du comportement. C'est un enfant qui peut-être va pleurer pour un rien. C'est peut-être un enfant qui va refuser de manger. C'est peut-être un enfant qui va refuser de dormir ou bien va s'accrocher sur une personne pour la moindre chose. Ou bien c'est un enfant qui était déjà propre et qui va commencer à nouveau à faire pipi, etc. Il ne sera plus propre. Donc ça va être des troubles du comportement et derrière on pourra repérer des épreuves, peut-être des frustrations, des problèmes d'attachement, de séparation ou peut-être des violences, n'est-ce pas, auxquelles l'enfant aura été. Alors, comment sortir d'une dépression? Quels sont les éléments nécessaires? Bien, quand on a
bénéficier d'un diagnostic de la dépression, il faut déjà savoir que des solutions existent. Elles sont pharmacologiques, ce sont des médicaments qu'on appelle en général les antidépresseurs, mais les recommandations pour les prescriptions d'antidépresseurs concernent les dépressions modérées à sévères. Mais pour les dépressions légères, non seulement la psychothérapie est efficace, mais cette psychothérapie est indiquée aussi pour les cas sévères. Souvent, c'est associé. Donc, pour sortir de la dépression, on a besoin de se faire aider, si possible par un professionnel. Mais les liens affectifs, les liens positifs dans notre environnement et toutes les sources de bien-être, ça peut aller même jusqu'à la méditation et à la prière. Tout ce qui peut nous aider à nous reconstruire et rester en contact avec des expériences. Alors oui, docteur, alors comment mieux vivre pour éviter de tomber dans une dépression? Pour ne pas tomber en dépression, sachant que les causes sont multiples, mais par rapport à ce qui peut dépendre de nous individuellement, il est important de cultiver psychologiquement une capacité à apprécier la vie et avoir le sens de la gratitude, c'est-à-dire reconnaître ce qu'il y a de positif dans chaque instant de notre existence, la gratitude. Aimer les relations saines, avoir une vie saine sur le plan physique, sur le plan émotionnel, et puis quand il y a des difficultés, ne pas les ruminer, chercher rapidement à trouver des solutions et se cultiver et s'éduquer, faire du sport, parce que la santé mentale, on en parle, mais elle est surtout physique. Donc la dichotomie entre le mental et le physique n'est pas opérante en santé mentale. Alors merci Dr Eroro Djengwe, psychopathologiste, assistant des hôpitaux à l'hôpital à Quintini de Douala également. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes les bienvenus et vous pourrez compter sur nous chaque fois qu'il s'agira de la santé mentale. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici donc que nous mettons un terme à ce numéro d'Actu Santé sur Equinorx Télévision. Merci de nous avoir suivis. Allez, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas que votre santé n'a pas de prix.